Numéro 10, Steven Soderbergh. Soderbergh, c'est 30 films par an depuis 30 ans. Bon, ok, j'abuse peut-être un tout petit peu, mais le mec est un boulimique de travail. Et ça s'est accentué avec le Covid. Mais le nombre importe peu. On mise sur la qualité, pas la quantité, et là, la qualité est toujours à minima présente. Les films peuvent autant innover sur la forme, il a par exemple tourné des films au smartphone, mais aussi sur le fond. Ces films sont très variés, parfois très psychologiques, plus légers. Et ces expérimentations-là, on peut les voir dès son premier film, Sexe, mensonge et vidéo, où il y a déjà des tentatives de plans un peu originaux, ou même de mise en abîme. Sa carrière est très diverse et il peut aller chercher un casting 5 étoiles comme juste aller chercher Sacha Grey. Il y a du cinéma beaucoup plus intimiste, comme Erin Brockovich Seul contre tous, ou encore des films inclassables et un chouïa perturbant, comme Magic Mike. Ou Magic Mike 3, qui est peut-être son film le moins intéressant, parce qu'il y a des idées de réal, mais qu'il faut vraiment s'accrocher aux branches. Par ailleurs, Soderbergh est un super directeur d'acteurs. Que ce soit Don Cheadle, ou surtout Laura San Giacomo, qui a jamais été aussi brillante que dans Sexe, mensonge et vidéo. Soderbergh, c'est un peu le mec qui paye pas de mine. Quand t'en parles avec ton entourage, tu vois pas forcément qui c'est, alors que t'as peut-être vu un de ses films, ou 2, ou 12, 13. Et numéro 9, Spike Lee. Spike Lee, je suis obligé de le mettre dans un top 10 cinéaste parce que c'est toujours événementiel une sortie d'un film de Spike Lee. Alors oui, bon, bah d'accord, il y a ça. Jack, What the hell are you doing here? I want you to be the father of my child. Alex and I, we're feeling maternal. Puis bon, bah il y a ça. Over to the stairs where he sees his wife and bam, she's dead too now. Mais sinon, je suis hyper fan de pratiquement tout le reste. Cinéaste extrêmement social, parfois violemment, et c'est tant mieux. Et puis c'est cool à regarder. C'est 1000 fois plus divertissement qu'un Ken Loach. Les BO sont toujours tarés, y compris dans sa série Nola Darling. Son esthétique est toujours léchée, les dialogues de n'importe lequel de ses films des années 90 sonnent parfaitement justes. Hi there. Six is for sex. Bon, ok, peut-être pas dans Girl 6. Conseil personnel, Bamboozled, a montré Antoine Griezmann et Cyril Hanouna. Numéro 8, Christopher Nolan, malgré les musiques dégueulasses d'Hans Zimmer. Nolan, c'est un mec qui travaille la psyché de ses persos dans le détail, laissant ouverte notre propre tambouille pour chercher une interprétation et une vision personnelle. Qu'est-ce qu'on pense de la persona d'Oppenheimer? Qu'est-ce qu'on pense de la fébrilité du personnage principal dans Interstellar? Nos cerveaux bouillonnent devant les films de Nolan, parfois jusqu'au burn-out, ça peut devenir problématique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas plus haut dans ce classement. Les scénarios sont solides, les personnages complexes, et son appropriation du mythe Batman, bien qu'imparfaite, est fascinante. D'autant plus quand on situe les films dans un contexte post-11 septembre. Nolan y prend ton cerveau, il te mindfuck un peu tout ça, alors que tu pensais juste mater un film de super-héros. Et puis bon bah, Memento en fait, cet affranchissement des règles de narration. Au passage, SO à Jonathan Nolan, le frérot, toujours une valeur ajoutée à ses films. D'ailleurs, quand il ne les coécrit pas, je trouve qu'il y a un petit goût de moins bien, comme sur les derniers films que j'aime moins. Numéro 7, Guillermo del Toro. Et vu ses derniers films, c'est pas exclu que d'ici quelques années, j'ai envie de le classer plus haut. Del Toro, c'est un univers visuel très marqué et chatoyant, mais aussi un cinéaste de l'introspection et de l'humanité et l'humanisme, qui ne cesse de se poser la question de la monstruosité au sens large, se plaçant bien sûr du côté des monstres attachants et touchants. Tout est travaillé pour que l'élégance résonne le plus fort possible. Un sans faute depuis L'échine du diable en 2001. Conseil personnel, son film le plus touchant, et d'ailleurs récompensé, La forme de l'eau. Même son Pinocchio est très réussi, et je vous invite à voir Nightmare Alley, qui est relativement passé inaperçu en France, alors qu'il vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour voir comment il s'approprie les codes du film noir à l'ancienne. Numéro 6, Sam Raimi. Et c'est vraiment con qu'il y ait Doctor Strange qui doivent signer à balle un cahier des charges Marvel, blablablou, on fait des séries, blablablou, l'univers étendu, tu te débrouilles avec ça. Parce qu'avant ça, c'est clairement un sans faute. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus sur Sam Raimi, car il y a une autre vidéo totalement consacrée au réalisateur. Lien dans la description. Numéro 5, James Cameron. James Cameron, c'est 9 films, dont 5 révolutionnaires et bientôt 3 autres probablement révolutionnaires aussi, et c'est surtout un surdoué précurseur. Il n'y a qu'à voir la forme liquide d'Abyss, ou plus récemment la motion capture aquatique dans Avatar 2,
grâce à la caméra inventée par son frère, rien de moins, pour le comprendre. Dans l'écriture, il aime parler écologie, dénoncer le nucléaire, parler d'intelligence artificielle, faire de victimes des personnages forts et complexes, et faire de ses acteurs ses victimes. Oui, son comportement sur les tournages est souvent problématique et peu empathique. Petit conseil personnel, True Lies en streaming, qui, même si c'est son film le plus basique, est plein de fulgurances et de bonnes idées. Et bien sûr, Abyss, si vous tombez sur la restauration 4K qui vient enfin de ressortir. Numéro 4, Tarantino. Oh, Pinon, flemme. Bon, c'est probablement vrai, mais bon, tout le monde parle de Tarantino sur YouTube. Alors disons Coppola. Il faut voir et revoir tout Coppola, y compris ses films dits mineurs, tels que Coup de cœur 1982, un échec important à l'époque qui fait que Francis a dû vendre beaucoup de vin pour s'en sortir, et aussi faire Le Parrain 3. D'ailleurs, la musique de ces films sont toujours exceptionnelles, que ce soit l'utilisation de l'opéra dans Le Parrain 3, le thème de Nino Rota bien sûr du Parrain, la musique faite par Kilar dans Dracula. L'éclairage aussi est toujours remarquable, les décors, les costumes, les montages de Walter Murch sont brillants. Et même quand c'est pas lui d'ailleurs, il suffit de voir Dracula pour s'en rendre compte. Bref, la grâce touche la plupart des œuvres de Coppola. Il s'est toujours renouvelé sans chercher à tout prix à s'adapter à son époque, comme lorsqu'il multiplie les effets pratiques plutôt que numériques sur le tournage de Dracula en 92. Oui, je parle beaucoup de Dracula, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et puis Megalopolis arrive enfin en ayant l'air de contenir 5 films en un, alors c'est l'occasion de se refaire sa filmographie. Numéro 3, Steven Spielberg. Carrière pléthorique avec très peu d'erreurs. Ce qui est intéressant, entre autres, avec Spielberg, c'est les scénaristes qu'il va chercher. Les frères Cohen, Steven Zaillian, le scénariste de l'Éveil pour aller écrire La liste de Schindler, David Koepp, pour certains films à grand spectacle, comme Indiana Jones, et j'en passe. Son cinéma est très varié, parfois populaire, parfois politique, récemment introspectif avec Fabelmans, et d'ailleurs, pour moi, avec Fabelmans et West Side Story, il a réalisé 2 de ses plus grands films récemment. La réalisation dynamique de West Side Story réinvente complètement l'œuvre de son prédécesseur Robert Wise, et redessine les rapports entre les personnages dans un travail d'orfèvre. Et puis Ready Player One, bien sûr, qu'on peut voir comme une critique de la culture geek, accaparée par Kevin Feige, le boss de Marvel. Numéro 2, retour au cinéma d'italo-américain et de l'équipe des Movie Boats avec Scorsese. Presque aucun réalisateur ne me hype autant par sa richesse, sa fluidité et sa créativité dans chacune de ses sorties. Je suis tous ces films depuis Shutter Island quand j'étais ado et j'ai jamais été déçu. J'ai découvert avec passion et dans l'ordre Taxi Driver, Raging Bull, Les Affranchis et Bertha Boxcar entre 17 et 18 ans. Et j'aime vraiment tout, y compris ces films plus mineurs ou moins estimés, tels que Alice ne vit plus ici ou Hugo Cabret. Sa cinéphilie me fascine, ses combats pour restaurer le plus de films possible aussi. Personne n'a su sublimer autant le génie de Kettel, de DiCaprio, puis de De Niro, puis enfin de DiCaprio avec De Niro, et même ses documentaires sur Bob Dylan ou sur les Stones valent le détour. Et puis ces BO, je fais bien d'en parler puisque j'ai pas parlé de Tarantino. Ces BO sont exceptionnels, comme lors de l'utilisation des Ronettes. Conseil personnel, la valse des pantins, autrement dit Joker en mieux. Numéro 1, Edgar Wright. Edgar Wright, c'est toujours un événement. Il filme la comédie comme personne et je connais peu de réalisateurs aussi doué dans le développement des personnages. Son avant-dernier film, Baby Driver, est un de mes films préférés et ma plus grosse claque cinématographique en termes de rythme, en termes de musicalité, de comment servir du montage intelligemment. C'est vraiment mon film préféré des dernières années. Et Last Night in Soho, c'est aussi brillantissime. J'adore tout le cinéma d'Edgar Wright. Ses films sont des événements. J'adore la trilogie Cornetto. Je trouve ce mec extrêmement talentueux et ses films galvanisants et très très généreux. Et voilà, c'est totalement subjectif, c'est un peu n'importe quoi d'ailleurs. Mais c'est un scandale, on n'est pas de faire ça. J'ai beaucoup de mentions honorables, comme Tarantino, De Palma bien sûr, Jordan Peele, dont j'adore le travail, Joe Dante, Miyazaki, ne serait-ce que pour le plaisir de parler de Porco Rosso, et Jean Reno au doublage d'ailleurs,
Takahata, Brad Bird, Zemkis malgré les 2 derniers films, Catherine Bigelow, Juan Antonio Bayona, Sofia Coppola, Matt Reeves, dont j'ai adoré le travail sur La planète des singes, et des Français aussi, Blier, Lecomte, Clapiche, Chabat, Dupieux et j'en passe. Et toi alors, si tu devais faire un top 10, qui serait l'indispensable ?